24 heures sur 24. Musique non-stop. Pour écouter Marsilia Stream en qualité digitale, connectez-vous sur le site de la radio www.marsiliastream.fr. Pour nous appeler au standard 04 65 95 60 44. Marsilia Stream, c'est de l'info, des débats, de la musique et du divertissement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Marsilia Stream, bonjour, bonjour à vous tous et bienvenue sur Marsilia Stream pour Direct Politique, une émission qui va être consacrée aux réformes politiques, économiques et sociales en Algérie. Pour faire court, on va parler de l'Algérie. Mon invité aujourd'hui avec moi, c'est Ifri Benzarga. Bonjour. Salam alaikum, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Marsilia Stream. Merci à vous. Et nous allons donc faire le tour des news en Algérie. Elles sont nombreuses. Et on va essayer juste, avant de rentrer dans le vif du débat, revenir un peu en arrière. Vous étiez candidat donc, pour les élections législatives, donc, qui ont lieu de manière anticipée le 12 juin 2021, afin d'élire pour 5 ans les 407 députés de la 9e législature de l'Assemblée populaire nationale. Initialement attendues pour 2022, les élections sont organisées de manière anticipée, et dans le contexte d'une révision de la Constitution qui a été opérée par référendum en novembre 2020. Tout comme ces événements, ces élections s'inscrivent dans le prolongement du mouvement de contestation, rappelez-vous, contestation populaire du Hirak, comme on aime à le dire, Hirak al-Mubarak, et comme il aime à le dire le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Donc avec un taux de participation de seulement 23%, le Front de Libération Nationale enregistre un net recul, mais demeure le premier parti à l'Assemblée, avec un quart de siège. Et pour la première fois, cependant, le duo Rassemblement National Démocratique perd la majorité absolument donc, des sièges. Donc vous-même, vous étiez candidat, Monsieur Benzarga, avec un parti politique, avec l'ANR, il me semble-t-il. Effectivement. Voilà. Et donc... j'allais dire, ma première question, quelles conclusions vous avez tirées de ces élections pour vous, d'abord, mais peut-être avant, pour le pays? Écoutez, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et puis, je salue tous vos auditeurs de Marsilia Stream. Tout d'abord, je pense qu'il faut contextualiser ces élections législatives. Vous l'avez rappelé à juste titre. Elles arrivaient suite à... on va dire une contestation populaire, qui est le Hirak, ouais. qui à l'origine était contre le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Et le pays avait besoin de réformes structurelles urgentes. Et suite à la démission du président Bouteflika, il y a eu, on va dire, une période de transition. Il fallait que les institutions de l'État... Il y a eu des transitions ratées aussi, hein, avant l'élection présidentielle de l'actuel président. Quoi que l'on puisse dire, il fallait une certaine légitimité. Ouais. Le président a cette légitimité-là. L'Assemblée populaire nationale élue actuellement a cette légitimité-là. Un pays ne peut pas, surtout un pays du gabarit de l'Algérie, ne peut pas être en roue libre. Et l'État a besoin de ces institutions pour qu'ils puissent bien fonctionner. Ouais. Et il fallait passer par la révision constitutionnelle, tout d'abord les élections présidentielles, bien entendu,
la révision constitutionnelle et ensuite une élection législative. Ouais. Il y a eu par la suite les élections locales. Voilà. Bon, ça c'était précisé lors de son discours, son premier discours à la nation, donc après sa prestation de serment le 19 décembre 2019. L'actuel président, Abdelmadjid Tebboune, avait tracé le contour de l'Algérie nouvelle, qui, a-t-il dit, sera à l'écoute des aspirations légitimes du peuple pour le changement radical et du mode de gouvernance. Effectivement, mais quand on a une contestation populaire pour, on va dire, un renouveau républicain, pour un renouveau de certaines pratiques qui étaient jusqu'à présent en vigueur, il faut faire table rase tout en n'effaçant pas les acquis sociaux, les acquis, je dirais même les acquis révolutionnaires de cet État qui est indépendant depuis 1962 et dont on célèbre cette année le 60e anniversaire. J'ai été effectivement, comme vous l'avez rappelé à juste titre, candidat aux élections législatives. J'étais un des plus jeunes candidats dans la zone 2, ici à Marseille. Et effectivement... La zone 2 qui comprend pratiquement la moitié de la France. Elle va de Nantes jusqu'en Corse. Donc c'est à peu près 60% du territoire français. Et vous, la zone, pour vous, c'était l'ouest de la France? Moi, c'était de Nantes, je vous dis, jusqu'en Corse, en passant par Montpellier, par Lyon. Donc c'était ça votre... C'était ça la circonscription sur laquelle j'étais candidat. C'était une vaste... C'est une vaste circonscription. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je pense que pour une circonscription de cette taille-là, et pour le nombre d'électeurs inscrits, 2 députés, c'est beaucoup. J'allais le rappeler, la moitié de la France, 2 députés. 2 députés. Parce qu'il faut rappeler, en France, c'est 4 députés, 2 pour la zone nord et 2 pour la zone sud. 2 dans la zone sud, effectivement. Voilà. Je trouve et je pense qu'il aurait fallu au minimum rajouter un 3e député dans chacune des 2 zones. Bon, trêve une petite parenthèse. Mais cette élection-là, il faut quand même le rappeler, elle était là dans un contexte particulier. Parce qu'on nous a souvent rappelé que l'élection, il n'y a pas eu un taux de participation énorme. Ce qui est vrai. Il n'y avait pas une forte participation. Cependant, il faut contextualiser. Nous étions et nous sommes toujours dans une pandémie mondiale où les gens, même pour des élections dans d'autres pays, ne se sont pas déplacés des masses. Il y avait aussi l'erreur qui a été faite, et ça je trouve que c'était une erreur, j'allais dire monumentale, c'était au moment même de la campagne électorale, c'était l'histoire des 5 jours de confinement pour les voyageurs qui rentraient en Algérie. Oui, les premiers confinements. Exactement. Ouais. Bon. Et ça, c'était terrible. Donc ça nous a coûté quand même beaucoup d'électeurs, ça a laissé beaucoup d'électeurs sur le chemin. Bon. Mais aujourd'hui, après cette élection présidentielle et cette légitimité, je pense que de part et d'autre, le président algérien est apprécié un peu est apprécié par la population. Et on a le sentiment, je ne sais pas si c'est le vôtre, que ce président fait 2 choses en même temps. D'abord un travail de mémoire et de réconciliation. Réconciliation les Algériens entre eux et les Algériens et leurs institutions. Quel est votre point de vue Je pense qu'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher et qu'on ne lui enlèvera pas, c'est sa bonne volonté. On sent qu'il a une bonne volonté, on sent qu'il a envie d'agir, on sent qu'il a envie de changer certaines pratiques et beaucoup de choses d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens de le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Je pense qu'il essaye par tous les moyens d'arriver à appliquer son programme présidentiel, à son programme électoral pour lequel il a été élu. Et aussi, on sent cette volonté de vouloir changer, de rapprocher, vous avez à juste titre dit, rapprocher le citoyen de ses institutions. Parce qu'effectivement, des fois, on a l'impression qu'il y a, comment dirais-je, un vide entre les décisions qui sont prises et leur application à basse échelle. Ça, c'est un véritable problème. Par exemple, il y a eu toute une période où on a parlé de numérisation et comment dirais-je, essayer de cesser un petit peu cette bureaucratie. Les hautes autorités de l'État ont donné des instructions, mais malheureusement, en bas, ça ne s'appliquait pas. Vous allez à l'APC pour retirer un extrait de naissance,
eh ben, des fois, c'est la croix et la bannière pour avoir un... Oui, c'est Donc la volonté du président, elle est là. Ouais. Et il faut que ça soit appliqué des faits. Et il y a une chose, je me permets quand même de le dire à la radio. Il faut que des sanctions tombent. Ouais. Quand un responsable faute ou qu'un responsable n'est pas à la hauteur de sa responsabilité, il ne faut pas avoir peur de sanctionner. Pourquoi? On entend souvent, et c'est très populiste, Khobz Touladou. Je suis désolé. Khobz Touladou, il fallait y réfléchir. Il fallait que lui-même y réfléchisse. On est dans un état de droit. Il y a des règles. Vous ne respectez pas les règles, Yersi Mohamed, vous prenez la porte. Vous avez signé un contrat. Dans le contrat, il est spécifié que les licenciements sont faits sur telle et telle faute. Vous en commettez une de ces fautes-là, vous êtes licencié. Ça, c'est notre problème. Alors, justement, on reste le travail que fait ou qu'essaie de faire donc le président de la République. Donc, je disais, s'il fait en même temps deux choses, un travail de mémoire et de réconciliation. Et ce jeudi 4 août, donc, il a présidé une cérémonie en l'honneur des retraités de l'Armée nationale populaire. Pour rappel, cette journée a été instituée par ce même président. C'était en janvier 2022. Et donc, cette journée où il a exprimé la reconnaissance de la nation envers de nombreux gradés de l'armée en activité ou à la retraite. Que pensez-vous de ce geste, justement, vis-à-vis des retraités, des hauts gradés et tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin dans la construction de l'Algérie? Il faut tout d'abord rappeler que les institutions de l'État ont été consolidées et surtout façonnées dans les milieu des années 60 jusqu'en fin 70, jusqu'à 78, on va dire. Il faut rappeler que nous sortions quand même en 62 de 7 ans de guerre. Il faut rappeler aussi l'agression de nos voisins en 63. C'est-à-dire que le pays était dans une situation très difficile. Mais malgré tout, on a réussi à construire des institutions de l'État. Et l'armée est une institution de l'État à part entière. Donc, que l'on reconnaisse qu'on reconnaisse à certains gradés ou hauts gradés leurs faits pour la nation, partout dans le monde, dans tous les États qui se respectent, on reconnaît à ces gradés-là ou alors à des gens qui ont contribué à la stabilité de l'État, on leur reconnaît ça. Donc moi, ça ne me choque absolument pas. J'irai au-delà de ça. Ces personnes-là, ou l'armée en particulier, a eu un rôle clé et un rôle central, et je dirais même un rôle vital pour le pays dans les années 90. Il ne faut jamais l'oublier. Et que sans ces institutions de l'État-là, le pays aurait sombré il y a bien longtemps. Il y a beaucoup de pays qui ont sombré pour moins que ça. Mais malgré ça, l'Algérie est restée debout avec ses institutions. Nous avons réussi à surmonter tout cela. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, c'est un pays, je dirais, je n'ai pas peur pour l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il a le pays a des institutions. Si le pays n'avait pas des institutions, là, oui, effectivement, on pourrait avoir peur. Mais là, le pays a des institutions. Que l'on ait des débats politiques, on peut très bien se contredire entre nous, ne pas être d'accord sur des mesures politiques, sur des programmes politiques, mais ce qui nous rassemble, c'est ces institutions-là, parce que les institutions sont au-dessus de tout. Voilà ce que je pourrais dire. Absolument. Et on a l'impression, mais au fait, ce n'est pas une impression, c'est que ce président de la République, c'est la première fois, peut-être dans l'histoire de l'Algérie, qu'un président qui dirige un pays sans qu'il possède un parti politique, au fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a peut-être le sentiment d'une adhésion, enfin, du peuple pour toutes ces démarches, ou pour ces démarches à lui, parce que je me rappelle, il dit, si je réussis, aidez-moi et encouragez-moi, et si je me trompe, corrigez-moi. Donc c'est ce qu'il avait déclaré lors d'un discours. Est-ce que vous avez ce sentiment aujourd'hui, voilà, qu'il y a peut-être cette adhésion, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il n'a pas une majorité, et puis il arrive quand même à diriger, à réformer les institutions. Mais parce qu'en fait, en Algérie, on est dans un système de consensus. Ouais. Et c'est ça. Vous savez, dans les villages kabyles, c'est Tajmaat. Ouais. C'est le consensus. Quand on arrive avec un problème autour de la table, on en discute. Et au-delà des divergences, c'est l'intérêt du pays qui prime.
Et une fois qu'on a en tête l'intérêt du pays, là, il n'y a plus de divergence. Mais vous avez raison de dire que le président n'a pas de parti politique, mais qu'il y a une certaine adhésion. Oui, effectivement, parce que... Oui, mais parce que lors de son élection, tout le monde a pensé qu'il va récupérer les indépendants, il va récupérer un certain nombre de choses pour créer son parti politique, parce que ce n'est pas évident qu'un président puisse gérer un pays aussi difficile et dans le contexte que vous avez souligné. Effectivement, mais vous savez, que ce soit les élections présidentielles ou que les élections législatives, moi je peux en témoigner, des élections législatives par exemple. Oui. J'ai vu une totale transparence. J'étais candidat, je n'ai pas été élu. Je pourrais très bien crier sur Télétoit. Non, j'ai vu une certaine transparence, c'est pas une transparence réelle lors de ces élections-là. J'ai pu attester qu'à Marseille, je suis venu plusieurs fois à Marseille, j'ai vu les urnes, j'ai vu un tas de choses. Vraiment, l'élection a été transparente. Mais, quand vous voyez que, par exemple, que le FLN ou le RND, ce n'était pas le parti avec lequel je m'étais présenté, mais quand vous voyez que ce sont des partis qui sont arrivés en tête des élections. Mais... Parce qu'ils ont un électorat. Exactement, parce que l'électorat du FLN, l'électorat du RND s'est déplacé. Ce sont des électorats qui se déplacent. Surtout à Marseille. Exactement. Et d'ailleurs, je connais bien la cartographie. Effectivement. Et d'ailleurs, l'erreur qu'ont fait certains à Marseille, c'est que si le FLN était parti réuni, il aurait raflé les 2 sièges à Marseille. Ouais. Là, c'était 3 candidats pour le FLN. Absolument, l'ancien député. Exactement. 2 dissidents. Donc, l'électorat de ces partis-là, il existe. Et ce sont des partis d'État. Le FLN, il a été longtemps le parti unique. C'était le parti État. Et donc, je pense que ce sont des partis qui ont aussi une certaine conscience de l'intérêt national. Pour le FLN en France, il a bénéficié au fait de l'amicale des Algériens en Europe. Et c'est pour ça que en fait, tout est lié. Mais après, il y a d'autres analyses qu'on peut faire sur Marseille. Oui, effectivement. Les origines de cette immigration qui vient beaucoup de l'Est d'Algérie, où justement la FLN est bien implantée. Oui. C'est historique. Mais je veux revenir quand même sur un point. Vous avez parlé de l'adhésion par rapport au programme du président, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes restés pendant 10 ans, entre guillemets, sans président. Et donc les gens avaient besoin aussi d'un retour à la normale, d'un retour à la normale des institutions. Aujourd'hui, vous savez, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, ça fait toujours plaisir d'avoir un président de la République qui donne des interviews régulièrement à la presse nationale. Oui, c'est engagé. C'est vraiment quelque chose que l'on n'avait pas, je dirais pas vécu, mais qu'on aurait oublié depuis longtemps. Et ça fait plaisir d'avoir un président, que l'on soit, comme je le dis, je le redis, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Oui. C'est toujours important que le chef de l'État puisse donner des nouvelles, puisse aussi à l'avance déclarer et dire à l'avance quels sont mes projets ou quelles sont les lois qui vont arriver bientôt au Parlement. Et ça, c'est très important. Alors, après les réformes, après les élections, après la Constitution, toutes ces réformes structurelles, donc il a engagé d'autres réformes économiques et sociales. Et j'allais dire, quel est l'autre volet des réformes qui vous a marqué, si vous devez en retenir quelques-uns ou quelques-unes au cours de l'année 2022 ? Moi, je dirais que ce sont les réformes structurelles économiques. Oui. Vous savez, la rente pétrolière, et on le voit actuellement avec le réchauffement climatique, ce n'est pas l'avenir, tout ce qui est fossile. Ouais. Et l'Algérie, je ne sais pas, vous qui êtes plus âgé que moi, il y avait un film algérien qui s'appelait Ma Ba'd el Pétrole, dans les années 80. Et déjà, on parlait de l'après-pétrole. Et l'erreur qui a été faite sur les précédents quinquennats, c'était la manne pétrolière a généré beaucoup d'argent. On parle souvent des 1000 milliards de dollars, mais rien n'avait été fait pour diversifier l'économie. Et là, j'ai l'impression que l'État est en train de réfléchir à d'autres formes d'économie autres que le gaz et le pétrole. Et j'en prends pour exemple, dernièrement, un territoire que je connais très bien, Tindouf, Rajbilet. C'est un projet qui date de l'époque de Si Boumediene, Allah yarhamou.
Et aujourd'hui, on parle de Rajbilet et l'État est en train de lancer l'usine de Rajbilet. C'est parti. Et ça y est, c'est parti. Rajbilet est en train 70 ans après, je crois. je dirais plutôt 50 ans. Oui, c'était même avant. Voilà. Mais voilà, Rajbilet est en train de partir. Il y a d'autres formes d'économie qui est en train de décoller. Je prends pour exemple le magnifique travail que fait le jeune ministre des petites entreprises et des start-up. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, tout est fait pour que l'on puisse diversifier l'économie, pour que l'on puisse... Mais on a un sentiment que c'est un redémarrage en fait, de l'économie, même si on parle des 1500 milliards, mais il y a eu quand même, il ne faut pas le nier, quand même d'autres projets qui ont été aussi initiés par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Effectivement. Oui, il y a tous ces projets qui sont en train de donner peut-être... C'était plutôt une libéralisation de l'économie à l'époque de Bouteflika, les 2 premiers mandats. Il y avait quand même une dynamique avec des grands projets, l'autoroute, les aéroports. Oui, c'est des infrastructures, mais il faut rendre... La restructure. Voilà, donc il y a eu quand même des choses. Non, effectivement. Voilà, donc il ne faut pas le nier. On va pas jeter l'eau du... Mais l'industrie a été mise de côté, mais ça a été libéré. Mais ça me rappelle, à l'époque de Boumediene, le dollar, le pétrole était à $50, mais il a su construire toute une industrie autour, toute une... imaginez si on avait laissé ces industries jusqu'au jour aujourd'hui, eh ben, l'Algérie, c'est depuis longtemps qu'elle serait parmi les briques. Hein. C'est pas, elle est en train de toquer à la porte pour essayer de rentrer. Donc, il y a eu des choses, mais à l'époque de Bouteflika, il n'y a pas eu suffisamment de choses. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience peut-être de la part des Algériens. D'abord, j'ai parlé d'adhésion des Algériens au niveau du discours, parce qu'ils apprécient ce président parce qu'il a la volonté de faire les choses, et il les cache, hein, donc, puisqu'en plus il le dit, hein, tous les 3 mois, donc voilà, donc il a tracé. Il est même très cash. Voilà, il a tracé, en fait, si je me rappelle, il s'est engagé avec 54 engagements de son programme politique, hein, quand il était candidat. Qu'est-ce qui vous a marqué? Donc vous dites, c'est l'industrie, enfin c'est l'économie. Oui, effectivement, parce que le problème de l'Algérie, c'est... Il y a des projets tous azimuts. Il y a des projets, effectivement, mais vous avez parlé des infrastructures. C'est vrai que le pays est l'un des pays les mieux dotés en infrastructures. D'ailleurs, c'est le premier réseau autoroutier et routier d'Afrique. Bah ouais. C'est le premier en termes de chemin de fer en Afrique. Voilà, je veux dire, au niveau des infrastructures... en Algérie, ça, il n'y a pas à discuter, parce que l'État a tracé un objectif depuis les années de Si Boumediene, absolument, jusqu'à aujourd'hui. Les stades, les hôpitaux, les universités. Après, le suivi, c'est autre chose, hein, parce que nous, notre problème en Algérie, c'est on met en marche des unités, etc., flambant neuf, vous retournez 10 ans après, le suivi, c'est ça, notre problème, c'est le suivi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sanctions. Il faut que chaque personne soit responsable de son travail, que chaque personne fasse son travail avec amour et de bon cœur. Parce que quand vous êtes responsable, par exemple, d'un hôpital ou que vous êtes responsable d'une unité de production, etc., il faut toujours avoir en conscience que ça appartient à l'État, ça appartient au peuple entier. Ça nous appartient, c'est pas une propriété privée. Et donc, il faut qu'une ampoule qui grille, il faut la remplacer. Vous voyez ce que je veux dire? L'État est là, certes, mais il faut aussi que... Il faut un moteur, en fait. Exact. L'État a toujours été là en moteur pour insuffler une dynamique. Mais des fois, ce qu'on constate, c'est plus bas, c'est problématique. C'est-à-dire que le suivi n'est pas toujours à la hauteur. C'est-à-dire que, voilà, il faut toujours les bons hommes avec un grand H, hein. Quand je dis grand homme avec un grand H, c'est-à-dire hommes et femmes, au bon poste. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut aujourd'hui qu'il y ait de la compétence. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on vous reconnaît à vos compétences. Et c'est ça qui fait avancer un pays. Il avait souligné lors de ses interventions, ses entretiens, que l'année 2022, désormais, elle sera une année économique. Certains observateurs et certains, j'allais dire entre guillemets, experts dans certains domaines, disent au fait que lancer plusieurs chantiers à la fois risque de compliquer ces réformes. Est-ce que c'est votre sentiment? Non. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a plusieurs choses qui bougent. On a d'un côté la diplomatie algérienne qui a dormi pendant quelques années. Et donc il y a plusieurs chantiers à la fois.
On va y venir certainement pour le prochain chantier forum au fait des pays arabes. Donc il va se tenir au mois de novembre en Algérie. Voilà. Donc l'économie, enfin il y a énormément de choses. Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait peut-être compliquer tout ça, le tout en même temps? Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, ça traduit la vivacité du pays. Ouais. Ça traduit que le pays est sur une dynamique ascendante, et ça c'est très bien, qu'il y ait plusieurs fronts d'ouverts à la fois, que ce soit économique, diplomatique, politique. C'est très important. On peut pas sur une seule béquille. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on soit dans une économie solide, avec une diplomatie solide, avec une armée solide. Donc ça, c'est très important. Et non, je pense que ce n'est pas du tout une erreur. Je pense au contraire que c'est... Non, ce n'est pas une erreur, mais ça peut compliquer le fait de lancer plusieurs choses à la fois. Je ne pense pas, parce que quand on a les bonnes personnes au bon poste, ça ne peut pas être compliqué. Si chacun faisait son travail, ça ne compte. Regardez la diplomatie. Vous avez parlé de la diplomatie. Ramtan Lamamra et le président, parce que ça reste quand même un domaine régalien du chef de l'État. Du chef de l'État, oui. La diplomatie algérienne, j'allais vous dire, elle me rappelle, j'ai pas vécu cette période, mais en lisant les bouquins sur l'époque de Seboumdine, ça me rappelle un petit peu ça. Ouais. Cette dynamique de la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne a fait un bond en avant énorme, notamment en Afrique. Vous savez que l'Afrique a été délaissée pendant des dizaines d'années précédemment. Là, aujourd'hui, on voit ce retour de l'Algérie, non seulement sur la scène géostratégique locale, régionale, sous-régionale. Aujourd'hui, quand vous prenez le problème malien, aucune solution au Mali n'est envisageable sans l'Algérie. Aucune solution du conflit du Sahara occidental, que je connais bien, n'est envisageable sans le soutien... D'ailleurs, la junte militaire vient de confirmer les accords d'Alger pour le Mali. Exactement, parce que, vous savez, l'Algérie a toujours prôné le dialogue. Toujours. Et donc, quand vous prenez le dialogue, mais c'est le dialogue avec tout le monde, avec les différentes tribus, avec les différents cheikhs, avec... C'est ça, en fait, la complexité de la diplomatie. C'est qu'il faut arriver à discuter avec à peu près tout le monde pour arriver à un consensus. Et je reviens au consensus dont je vous parlais tout à l'heure, en Algérie, quand vous m'avez posé la question sur le président qui n'a pas de parti. C'est ça, en fait, quand on arrive à faire de la politique. La politique, c'est aussi le consensus, c'est être d'accord, même si on n'est pas d'accord sur tout. On arrive, au sortir de la réunion, à être d'accord sur l'essentiel qui porte sur l'intérêt du pays. Ça, c'est important. Donc, au-delà de la diplomatie, vous avez parlé de l'économie, mais regardez aujourd'hui la situation géopolitique mondiale. Ouais. Mais le rôle de l'Algérie... Mais le prochain, j'allais dire Paris, déjà, c'est réunir les deux parties, les deux factions palestiniennes qui vont se réunir également. Bon, on a oublié de dire un mot sur les massacres et ce qui se passe aujourd'hui, les raids israéliens contre la population civile. Bon, on a appris qu'il y a eu un accord, donc je ne sais pas s'il est respecté en tout cas par Israël ou par les deux parties. Mais ça aussi, c'est un engagement ou c'est une, j'allais dire, qualité de la diplomatie algérienne. Et si elle arrive à... On parle d'un calendrier donc avant le forum de la Ligue arabe qui se réunira au mois de novembre, donc pour réunir donc, les deux parties palestiniennes. Mais regardez déjà, lors de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, ouais. Et l'image historique ouais. de la poignée de main entre Mahmoud Abbas... Le premier congrès palestinien a eu lieu à Alger aussi, à l'époque. Oui, oui, exactement. Donc, mais au-delà de ça... Ouais. Quand on a la conscience tranquille et quand on ne marchande pas avec des principes et avec des causes justes. Aujourd'hui, il y a eu la triste frappe israélienne sur Gaza. Quelle est la réaction de certains États, et notamment voisins, qui ont été établir des relations diplomatiques avec l'entité? Quelle est leur réaction aujourd'hui? Ouais. La réaction de l'Algérie, elle a toujours été constante sur ces questions-là, sur ces questions de principe et des questions stratégiques comme les causes sahraouies et causes palestiniennes.
Quelle est la position du Maroc face, alors que, je mets des guillemets, le roi du Maroc est quand même président du comité El-Quds. Quelle est la valeur de ce comité El-Quds aujourd'hui avec un roi qui se vend et qui vend cette cause noble aujourd'hui? Ça, c'est des questions à se poser. Ouais. Et donc, moi, quand je vois la diplomatie algérienne, je me dis, chapeau quand même. Chapeau, parce qu'il y a de la constance, il y a de la continuité, il y a des principes qui sont respectés. Et ça, c'est de la vraie diplomatie. Alors, pour revenir au volet économique, peut-être il y avait une chose, j'allais dire peut-être sûrement, il y avait une chose qui bloquait la relance de l'économie, c'est l'investissement. Et le président Abdelmajid Tebboune, donc il a remis au goût, au fait, le côté investissement, puisque la loi relative qui a été adoptée le 27 juin dernier, puis le 13 juillet par le Conseil de la Nation, a été publiée tout récemment au journal officiel. Donc il s'agit de la nouvelle loi relative à l'investissement, qui a été signée le 24 juillet dernier. Est-ce que selon vous, c'est cela aussi qui a permis peut-être le retour, parce que pendant des années, il n'y a pas eu d'investissement. Alors peut-être que l'Algérie, à l'époque, n'en avait pas besoin, puisqu'à l'époque de Bouteflika, le pétrole est arrivé à $150, je crois, le baril à un moment donné. Donc l'Algérie, elle avait quand même un matelas de devises de 1500 milliards, enfin une entrée de devises. Et peut-être qu'elle ne souhaitait pas de l'investissement extérieur, étranger. Aujourd'hui, avant la guerre de l'Ukraine, rappelez-vous, on a failli toquer et taper à la porte du FMI. C'est le président qui a refusé en disant non, il y a de l'argent à l'intérieur. Est-ce que selon vous, cette loi, c'est celle qui a permis le retour de l'investissement étranger, notamment on a vu l'ENI, Total, l'énergie, enfin tous les grands de ce monde. Hein, donc, pour ne citer que le pétrole, il y a d'autres investissements. On a vu les Brésiliens aussi qui sont venus et d'autres. Mais écoutez, vous avez parlé du FMI. L'Algérie a fait la meilleure expérience du FMI dans les années 90. La mauvaise. La meilleure expérience. La meilleure. Ah oui, j'ai compris la meilleure. Non, la meilleure. Ah oui, la meilleure. Oui, oui. La meilleure expérience oui. du FMI, c'était 92, je crois. C'était à l'époque de Reda Malek, le président du parti, enfin le fondateur du parti avec lequel je m'étais présenté. Ouais. Reda Malek, qui a été quand même un grand négociateur des accords d'Évian. Mais bon. Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Exactement. Mais vous savez, le président a dit quelque chose de juste. Si vous toquez à la porte du FMI, il y a certains principes, et nous venons à l'instant de les évoquer, sur des questions stratégiques, sur des questions de principe, Sahara occidental, Palestine, etc. Eh bien, vous devez faire des concessions. Ouais. Et quand vous connaissez l'algérien, quand vous connaissez la diplomatie algérienne, la politique algérienne, vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire de concessions sur ces questions de principe-là. Donc le président l'avait déjà annoncé, non au FMI. Il se trouve que la guerre en Ukraine est arrivée. Le pétrole a bondi, mais stratégiquement, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir gardé cette question-là des investissements. Parce que quand vous ouvrez l'investissement, vous avez un panel économique qui s'ouvre à vous de collaboration et de coopération. Regardez ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer avec les Italiens. Ouais. L'Italie, il faut le rappeler à juste titre quand même, c'est l'un des rares pays, si ce n'est le seul pays dans les années 90 qui a aidé l'Algérie. Pendant que tout le monde était en train de fermer la porte à l'Algérie, à l'époque où l'Algérie traversait cette... C'est historique. L'Italie, c'est depuis la guerre d'indépendance. Exactement, l'Italie, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, l'Algérie n'oublie pas. Mais on n'oublie pas les gens qui nous ont aidés dans les moments difficiles. Donc aujourd'hui, c'est tout naturellement que les Italiens apportent leur expérience, à travers Eni, à travers un certain nombre d'entreprises. Mais je pense qu'il ne faut pas être prisonnier aussi de ces investissements. Parce qu'aujourd'hui, on a des investissements parce que le climat des affaires en Algérie, il est propice aux investissements. La sécurité, elle est là, la stabilité politique, elle est là, parce que tout à l'heure, on a parlé des institutions et du retour à la stabilité. Il fallait une stabilité institutionnelle, il fallait
élire un président, élire un parlement. Ça, c'est une forme de stabilité. Et ça donne confiance au marché. Ça donne confiance aux investisseurs. C'est normal. Cependant, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus être prisonnier de l'investissement étranger. Parce qu'une fois que l'investissement étranger vous dit ciao, bye bye, ça devient Mais problématique. l'investissement étranger aussi, il ramène un autre volet, c'est l'apport des nouvelles technologies également. Exactement, le transfert de technologie. Le transfert de technologie, exactement. Transfert de technologie. Mais cependant, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie est aussi sur une voie où elle a envie aussi de produire made in algérien. Ça aussi, c'est nouveau. Ouais. La production locale, la production algérienne. Bon, au niveau agroalimentaire, nous exportons même à l'étranger. Mais en termes industriels, et c'est là où le bas blesse quand même un petit peu, puisqu'il y a eu un rapport, je crois, de la Banque mondiale ou de l'OMC, je ne me rappelle plus exactement de quel, j'avais lu un article dessus, où il disait que si l'Algérie avait poursuivi l'industrie industrialisante 10 ans après la mort de Si Boumediene, Allah yarhamou, l'Algérie aurait été aussi industrialisée que la Corée du Sud. Absolument. Et malheureusement, à ce moment-là, il y a eu une coupure, un arrêt. C'était la déboumdienisation. Ouais. C'était une erreur. Et aujourd'hui, on est en train de ce terrain, on la paye aujourd'hui. Voilà. On la paye aujourd'hui. Mais je pense, tout à l'heure, quand je vous parlais de la bonne volonté, avec nos ingénieurs, avec toute la partie... Avec les cadres qui ont été envoyés à l'étranger, aux États-Unis, le pays de l'Est, la Russie... franchement, c'est... Voilà. Les cadres dans les années 70, quand ils partaient, ils faisaient leurs études, ils rentraient au pays. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une certaine idée du pays, ils avaient envie de contribuer. Quelqu'un était le Hamas, de vouloir à ce que le pays avance, à ce que le pays qui est indépendant puisse être à l'avant-garde de beaucoup de choses. Et cet espoir, malheureusement, a été détruit ou amoindri après 78. Vous savez, en Algérie, il y a toujours des gens qui veulent casser, et jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on met les bâtons dans les roues pour l'actuel gouvernement. Quand on voit ce qui s'est passé ou ce qui se passe pour Air Algérie et pour notre communauté qui est en souffrance, pour prendre un billet, j'ai vu des gens dormir au ras du sol à Alicante, parce que le bateau il n'est pas venu, des familles sur le trottoir qui dormaient. Marseille. Voilà, donc c'est quand même, il y a une injustice quand même. Alors vous avez des gens qui veulent arriver, qui veulent, qui se battent pour développer des choses, et d'autres ils sont en train comme ça, qui creusent, mais en fait ils vont leur propre tombe. Le président de la République a dit un mot juste. C'est ça. Ouais. Et c'est là où, comme je vous ai dit, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, on sent sa bonne volonté. Ouais. Là, quand vous parlez de l'industrie, etc., de ce qui a été détruit, par exemple, on n'est pas en train de faire l'apologie de Boumediene, non, mais non. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. On ne peut pas reprocher à l'homme sa bonne volonté, on ne pourra jamais reprocher à l'homme que l'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, sa vision stratégique de l'État et sa vision stratégique du pays, qu'elle soit économique, qu'elle soit fausse ou pas fausse, il avait une vision stratégique. Ouais. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on essaye de revenir à cette stratégie, qu'on essaie de reconstruire une certaine vision. Mais différemment, peut-être. Différemment, parce qu'on a changé, le monde a changé. Différemment, le fait aussi de s'engager auprès de l'Italie, ça va être la petite et moyenne entreprise. Donc on va mettre une industrie de moyenne petite entreprise et non des grandes usines comme à l'époque. Voilà. Donc c'est ça pour essayer de sensibiliser, de créer de l'emploi, de créer des petites entreprises, parce que c'est nécessaire pour un pays. Vous voyez en France, le meilleur de l'industrie, c'est les petites et moyennes entreprises aussi. C'est l'apport du pays, de la nation. Mais effectivement, mais vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de Boumediene. À l'époque, peut-être que son erreur, ça a été d'avoir commencé par l'industrie lourde. Oui. Souvenez-vous, moi, j'étais pas encore né, mais il y a toujours... Heureusement que les écrits restent, les livres d'histoire restent. On parlait à l'époque d'usines clés en main, c'est-à-dire que dès que vous aviez la moindre des pannes, c'était les soviétiques qui venaient réparer, donc on ne pouvait pas réparer à l'époque. Voilà. Vous avez parlé de l'immigration et de la diaspora à l'étranger. Je pense que l'État doit quand même regarder avec un autre œil cette diaspora. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui,
envoie les Algériens à l'étranger, je ne saurais même pas comment qualifier le regard qu'on peut avoir. Voilà. Il faut savoir que ce sont des Algériens à part entière, et non pas entièrement à part. Ce sont des Algériens qui ont les mêmes devoirs, et donc par conséquent les mêmes droits. La Constitution, d'ailleurs, elle est claire. Nous sommes tous égaux face aux droits. Mais parfois, je me pose quand même des questions à la représentation de cette communauté. Et surtout de ce que peut faire l'État pour cette communauté. Effectivement, il y a les élections. Heureusement que nous avons un représentant ou des représentants au niveau du Parlement. Mais elle peut apporter, cette immigration, beaucoup de choses en termes économiques. Vous savez, certains pays ne vivent pratiquement que de l'apport de leur immigration en devises. Ouais. L'Algérie, certes, n'a pas besoin de cet apport-là, mais c'est quand même une contribution qui est non négligeable. Mais aujourd'hui... Quand vous avez 5 ou 6 millions d'Algériens qui rentrent en Algérie en même temps, c'est des milliards. C'est des milliards. Si au moins chacun ramène 1 000 euros, on le voit. 1 000 euros, c'est rien pour passer les vacances. Hein. C'est des milliards. Cependant, je pense que l'État manque de stratégie. Quand je dis stratégie, c'est une stratégie au pluriel. Non, je pense de volonté. Je ne sais pas. C'est de volonté. Bah, de toute façon, cette volonté, on se rappelle d'Ouihia, du fameux article 63. C'était totalement discriminatoire. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a eu correction, et il va y avoir des corrections, mais il faut de la volonté, comme on dit. Mais quand on parle de stratégie de la diaspora à l'étranger, souvent, à chaque fois qu'un nouvel ambassadeur est nommé à Paris, bon, il réunit les médecins, il réunit les cadres. Et bien, un jour, j'ai fait une réunion avec l'ambassadeur qui vient d'être rappelé à Alger. Il est venu du côté de Bordeaux. Et je l'ai rencontré, etc. Et j'ai dit, vous savez, monsieur l'ambassadeur, j'ai dit, la communauté nationale à l'étranger, et notamment en France, ce ne sont pas que des médecins, ce ne sont pas que des professeurs, ce ne sont pas que des ingénieurs. C'est aussi monsieur et madame tout le monde qui sont venus construire ce pays-là. Il ne faut pas oublier ces Chibani, il ne faut pas oublier ces jeunes, il faut pas... C'est pour ça qu'il faut parler de stratégie au pluriel. On ne peut pas avoir la même stratégie envers les ingénieurs qu'envers les monsieur et madame tout le monde, qu'envers les médecins, etc. Il faut écouter cette immigration, mais il faut qu'elle soit aussi mieux représentée. Ça, c'est un point stratégique aussi. Mais c'est le rôle aussi de nos députés, parce que j'allais dire, par moment, est-ce que... Vous les connaissez ? Est-ce qu'ils servent à quelque chose? Vous les connaissez? Eh oui, mais... Vous savez... Bon. Non, mais... Ici à Marseille, on a connu Kader Haddouche, on a connu... voilà, mais des gens qui ont bougé, qui sont connus. Voilà. Kader Haddouche, qui est un ami d'ailleurs, c'est vrai, qui a bougé. Voilà. Mais vous savez, quand on fait de la politique, il y a aussi une certaine constance à avoir. On m'a dit la dernière fois, mais on te voit souvent à Marseille. Ouais. Mais je me suis présenté aux élections à Marseille, effectivement. Mais moi, ma conception de la politique, ce n'est pas toc-toc à la porte 15 jours avant les élections et puis ciao, bye-bye, on ne se voit plus. C'est pas ça la politique. La politique, c'est aussi d'être constamment au contact du citoyen et savoir quels sont ses besoins, quelle est l'évolution de ses besoins, parce que les besoins évoluent, quelles sont ses problématiques, comment on peut contribuer à l'amélioration de ses conditions, etc. C'est ça aussi la politique. Moi, bienvenue à Marseille alors. Allah c'est le but, merci beaucoup. J'ai adopté Marseille. Le peuple marseillais, ici on parle de peuple marseillais, donc il vous écoute. Ah oui, de toute façon, moi j'ai adopté Marseille, je pense que Marseille m'a adopté. Et d'ailleurs, je suis immatriculé à Marseille dorénavant. C'est bien, bienvenue. Tout à l'heure, on a évoqué l'économie, au fait. Est-ce que, selon vous, la guerre en Ukraine façonne peut-être une nouvelle géopolitique de l'énergie ? Et ça profite, j'allais dire, c'est une opportunité, c'est pas un profit, une opportunité pour l'Algérie justement, pour pouvoir développer son économie et autre chose, sans parler du projet qui a démarré le transaérien, qui a démarré. Mais en fait, tous ces projets, toutes ces découvertes de gaz et de pétrole, c'est pas pour demain. Voilà, c'est dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tout à l'heure, vous avez cité
Jbilat. C'est pas dans 10 ans, quand on va commencer franchement à toucher les premiers dollars ou s'il y a de l'exportation. Et oui, il faut construire les chemins de fer. Il faut, déjà, il faut construire les chemins de fer Béchar Jbilat et ensuite le chemin de fer de Jbilat jusqu'à Arzew pour pouvoir transformer, retravailler ce truc-là. Bon, c'est pas pour demain. Mais est-ce que cette crise de l'énergie n'a pas façonné un petit peu la géopolitique et donc c'est tant mieux pour l'Algérie. Mais vous savez, cette guerre en Ukraine, elle n'a pas que façonné une nouvelle vision de l'économie, mais c'est plutôt géopolitique dans sa globalité. Vous savez, je suis désolé, peut-être que je vais lasser vos auditeurs. Souvenez-vous de 1974, le discours à l'ONU de Houelleboup Boumediene sur le nouvel ordre mondial. Ouais. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est exactement ce dont il avait parlé. De cette économie, de ce nouvel ordre mondial, de ce refaçonnage entre le Nord et le Sud. On est en plein dedans. Vous savez, l'erreur... Ça veut dire ça va être comme un boomerang, ceux qui ont déclenché la guerre de l'Ukraine, par les États-Unis et l'Europe. D'ailleurs, on le voit, l'Europe elle est en pleine souffrance, question d'énergie, question de beaucoup de produits également. Vous savez, aujourd'hui, la Russie, il faut aussi il faut toujours recontextualiser les événements, le pourquoi du comment. On ne va pas faire le débat sur la guerre en Ukraine, mais s'il y a eu cette guerre en Ukraine, c'est qu'il y a eu des raisons. Bon. Au-delà de ces raisons-là, aujourd'hui, un des grands gagnants, c'est les États-Unis, parce qu'ils sont en train de vendre du gaz liquéfié à l'Europe, mais à un prix... des armes aussi. Des armes à l'Ukraine. C'est eux qui ont, entre guillemets, déclenché cette guerre, mais c'est tout de même eux qui sont les gagnants... Sans faire de guerre. Sans faire de guerre, comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. C'est la première fois que les États-Unis n'envoient pas leurs soldats faire une guerre. Donc ça veut dire que c'est sans tirer une cartouche, ils font la guerre, mais pas l'intermédiaire. C'est ce qu'ils avaient fait en Afghanistan. Ouais. Mais bon, ils avaient quand même la logistique, et tout, c'est fini, quoi. Oui. Ça, c'est fini, quoi. Sauf qu'aujourd'hui... Donc la guerre, c'est les Européens qui la font, qui la subissent. Qui la subissent. En Europe, on habite en Europe. Et on a fait croire à Zelensky comme quoi il va gagner cette guerre. Oui, sauf que je pense qu'ils n'ont pas... Enfin, il n'a pas les... Il vient de se rendre compte que non. Se rend compte que non, mais surtout que l'Europe, moi, je n'arrive pas à comprendre que les dirigeants européens ne soient pas si lucides que ça. Aujourd'hui, et je pense que certains pays sont en train de reculer. Parce qu'aujourd'hui, ils vont peut-être reculer par rapport à la Chine, parce que là, c'est l'autre volet des États-Unis. Alors... Pour l'Europe, pour la Russie, les États-Unis ont utilisé Zelensky, donc l'Ukraine. Et pour la Chine, pour toucher la Chine, ils vont utiliser soit le Japon, soit Taïwan. Ou les deux. Oui, mais sauf que... Mais là, je pense que l'Europe ne va pas suivre, je pense. Mais en fait, ceux dont ils ne sont pas conscients, et c'est ça qui est malheureux, et pourtant, c'est des énarques, c'est des politiciens, des techniciens, etc. Le monde est en train de changer. Ouais. Le monde est en train de changer. Aujourd'hui, il n'y a plus cette hégémonie américaine sur le monde. Aujourd'hui, il y a des pays, regardez, il y a des pays qui ont toujours été du côté des Américains ou des Européens qui sont en train de changer de stratégie parce qu'ils sont en train de voir que ce soit économiquement, militairement ou politiquement, ils ont d'autres intérêts parce qu'ils regardent aussi leurs intérêts nationaux. Regardez le dernier voyage... le dernier voyage présidentiel du président Macron en Afrique, ça a été un désastre. Un désastre. Regardez ce qui s'est dit au Cameroun, regardez ce qui s'est dit au Bénin, en Centrafrique, ce qui s'est passé au Mali. Mais à un moment donné, ce n'est plus du gabarit, par exemple, des anciens chefs d'État comme Mitterrand ou Chirac. Non, la France, elle est en train de perdre pied, j'allais dire, en Afrique. Parce qu'elle ne se rend pas compte que le monde change. Non, au fait, c'est le mercantilisme qui a tué la diplomatie française. Aujourd'hui, le seul but de la France est vendre des Rafales, au fait. Donc, mais c'est pas ça. Voilà.
Mais et la diplomatie ne joue plus son rôle et c'est terminé. Et c'est pour ça qu'elle perd pied au niveau de son influence, au niveau de l'Afrique, et pas que au niveau de l'Afrique. Hein. Mais oui, mais regardez les sanctions russes, les sanctions envers Juste la pour Russie. revenir à l'Algérie, justement, ce que je disais, est-ce que c'était cette crise énergétique de l'énergie ou autre est une opportunité de consolidation économique pour l'Algérie du point de vue des investissements, donc la relance des investissements étrangers sur le plan de l'énergie, sur le plan du gaz et sur le plan d'autres investissements, parce que la Chine vient aussi comment dirais-je, de lancer des chantiers au niveau du phosphate, au niveau du plan, au niveau de beaucoup de choses. Donc est-ce que c'est une opportunité politique pour essayer de... Voilà, puisque le dernier entretien du président a évoqué, en tout cas dans son entretien, peut-être de vouloir rejoindre donc les BRICS. Voilà. Est-ce que, selon vous, l'Algérie a tous les moyens, a toute cette capacité, et qu'est-ce qui fait qu'elle pourra ou elle pourrait joindre les BRICS? Quels sont ses moyens et quels sont parce qu'il faut quand même des conditions pour pouvoir rentrer dans ce club-là. Je dirais que ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est juste par rapport à l'Algérie, un retour des choses, positives des choses. Parce que jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la diplomatie algérienne n'a pas bougé d'un iota sur ses principes. Elle n'a pas bougé d'un iota sur certaines questions géostratégiques, régionales, certaines questions, on va dire même stratégiques pour l'État et pour la région. Elle n'a pas bougé. Donc, c'est juste un retour des choses. Ouais. Maintenant, économiquement et dans l'intégration économique, oui, c'est une opportunité pour l'Algérie. Et l'Algérie a tous les moyens pour rejoindre les BRICS. J'écoutais dernièrement votre émission. Vous avez invité Monsieur Nazim Zini. Oui. Voilà. C'était avant que l'Algérie réfléchisse à intégrer les BRICS. Ouais. Mais aujourd'hui, l'industrie, par exemple, quand on prend l'industrie, quand on prend le commerce, quand on prend ne serait-ce que tous ces facteurs économiques, oui, l'Algérie, elle est en capacité de rejoindre les BRICS. Mais il y a des pays, par exemple, qui sont dans le G20 et qui n'aspirent pas à aller vers parce qu'ils ont quand même une certaine puissance économique, j'allais dire. Ils n'aspirent pas à aller... En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations comment ça s'est passé. En tout cas, il y a une réunion et on voyait donc l'Algérie qui a participé par visioconférence. Oui. Est-ce que c'était un début d'invitation? Parce que la position géographique de l'Algérie, sa politique ou sa diplomatie, que vous venez de le souligner à plusieurs fois, est-ce que ces richesses, est-ce que tout ça, voilà, ce sont des critères, en tout cas des possibilités pour elle? En tout cas, pour elle, c'est que du positif, hein, puisqu'elle peut bénéficier des emprunts, parce qu'on sait aujourd'hui que la Chine, c'est elle qui joue le rôle du FMI. En fait, c'est elle qui investit un peu en Afrique. Peut-être bientôt, on aura le siège du FMI en Chine, hein, puisque, je suis désolé, les emprunts ou les prêts du FMI, aujourd'hui, ils sont conditionnés par de la politique. Et la Chine, aujourd'hui... de par sa puissance économique, donc elle peut siéger le FMI, le siège du FMI chez elle. Oui, mais j'allais dire, que ce soit les BRICS, le G20, le G7, c'est des groupements d'intérêts. Ouais. Et quand vous prenez certains pays qui sont membres du G20 ou du G7, et que vous prenez le classement de ces pays, vous savez qu'il y a des pays qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre, mais qui sont beaucoup plus puissants que certains pays qui y sont. Oui. Par exemple, la France, combien de places elle a perdu depuis les années 80 ? C'est une question à se poser, en termes économiques, en termes financiers, etc. Tous ces pays du G20, du G7, etc., combien ils ont de dettes ? Ça aussi, il faut se poser des questions sur ces pays-là au niveau de l'endettement. Aujourd'hui, la Chine est le créancier de pratiquement tout le monde. C'est d'ailleurs le créancier des États-Unis. Ouais. De l'Afrique. Voilà. Alors, cependant, vous avez évoqué un sujet très important. Je vais revenir juste un instant sur... on va dire l'accueil de l'Algérie au niveau du BRICS. L'ambassadeur chinois en Algérie a fait un tweet, je pense, il y a 2 jours, où il a accueilli avec enthousiasme l'idée de l'Algérie de rejoindre les BRICS. Et il accueille, bien entendu, donc, qui dit ambassadeur de Chine à Alger, dit le gouvernement chinois. Absolument. Voilà. Donc je pense que du côté de la Chine, même du côté de la Russie, c'est pas du tout un souci. Mais quand vous parlez de créanciers et Chine qui deviendrait, entre guillemets, un FMI bis... Il y est déjà, il y est. Oui, et ben ça pose problème dans certains pays d'Afrique où
pour construire des infrastructures, que ce soit routières ou aéroportuaires, etc. Si le pays n'arrive pas à solder ses créances, l'État chinois devient propriétaire de cette infrastructure. Ça peut... Mais je ne pense pas que ça puisse arriver en Algérie parce que vous savez très bien à quel point l'Algérie est jalouse de sa souveraineté nationale. Oui, mais on parlait des moyens. Voilà. Qu'est-ce qui fait que l'Algérie pourrait joindre les BRICS? Oui, et puis n'oubliez pas aussi, en termes militaires, tous ces pays du BRICS, aujourd'hui, militairement, c'est des puissances. Ouais. Et l'Algérie, militairement, on ne peut pas nier que l'Algérie soit militairement une puissance régionale, continentale. Sans rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que l'Algérie est une puissance militaire. Si elle ne l'avait pas été, voilà quoi. Heureusement que l'Algérie a su garder ce côté-là, ce côté dissuasif, grâce à son armée. Et d'ailleurs, tous ces pays-là ont réussi à se maintenir parce qu'il y avait une colonne vertébrale. C'est ça. Monsieur Fri Benzarga, merci beaucoup pour cet entretien. En tout cas, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? En tout cas, si vous voulez vous adresser les peuples de Marseille, ou bien aux Algériens, puisqu'ils nous écoutent, ils nous suivent. Ce que je peux leur dire, c'est il ne faut jamais perdre l'espoir. Oui. Je vais utiliser un proverbe populaire. On dit c'est-à-dire que même dans le ventre d'une personne, les boyaux s'entre-déchirent. Donc on peut débattre entre nous, on peut ne pas être d'accord les uns on peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, mais il faut jamais perdre d'objectif et de vue ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble, c'est cette Méditerranée. Que l'on soit algérien vivant en France, que l'on soit binational, c'est ça qui nous rassemble. Il faut toujours tourner la page sans la déchirer. Si, par exemple, on parle de l'histoire de nos deux pays, c'est important de solder cette histoire, de reconnaître des deux côtés les difficultés qu'il y a eu des deux côtés. Il faut savoir aussi écrire une nouvelle page. Pour écrire une nouvelle page, il n'y a pas mieux que la diaspora qui vit en France. C'est le trait d'union entre les deux pays. Ça, c'est très important. Ensuite, en ce qui concerne l'Algérie, je vous l'ai dit, l'espoir est toujours permis. L'Algérien a toujours gardé l'espoir en un avenir meilleur. Mais il faut y mettre du sien. L'exemple, ça commence d'abord par soi. Quand on commence à s'améliorer soi-même, on peut ensuite reprocher aux autres de ne pas s'être améliorés ou du moins que l'autre personne fait des erreurs. Donc il faut toujours partir du principe que pour changer les choses, il faut changer d'abord soi-même. Quand on commence à changer, là, on peut prétendre à vouloir changer les choses. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien, merci à vous. Merci et je vous dis peut-être à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Marsilia Stream, ouvert 24 heures sur 24. Musique non-stop. Et quant à moi, donc, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. À très bientôt. Thank you.